Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lise Boulet, je travaille au Centre wallon de recherche agronomique dans l'unité production animale. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats du projet Proteco. Donc, le projet Proteco, qui est un projet spécialisé sur les exploitations laitières, et on va répondre à la question aujourd'hui, c'est comment être performant économiquement avec moins de tourteaux de soja importés. Donc, le projet Interreg Proteco, c'est un projet qui a démarré en janvier 2017 et qui s'est terminé ici le 31 décembre 2020. C'est un projet qui concernait le territoire transfrontalier franco-belge, c'est-à-dire la région des Hauts-de-France, la province de Flandre occidentale et une partie de la Wallonie. 5 partenaires ont été réunis pour mener à bien les différentes activités du projet. Au niveau français, il s'agissait de Avenir Conseil Élevage et de l'Institut de l'élevage. Et au niveau belge, d'Ilvo et d'Inagro pour le côté flamand et du CRAW pour la Wallonie. Le projet a été financé par des fonds européens, les fonds Interreg, par la région wallonne et la province de Flandre occidentale. Donc, quelle était la finalité du projet? Il s'agissait d'améliorer la rentabilité de l'élevage laitier tout en limitant les apports d'azote ainsi que l'utilisation du tourteau de soja importé par litre de lait. Donc, dans le cadre du projet, nous avons réalisé pendant 4 ans un suivi technico-économique d'un groupe transfrontalier de 18 éleveurs, c'est-à-dire 6 éleveurs français, 6 éleveurs flamands et 6 éleveurs wallons, dont les positions ont été reprises ici sur la carte que vous voyez à l'écran. Et le suivi a porté sur le rationnement, les performances laitières, des calculs d'efficience alimentaire, d'autonomie, et également au niveau rentabilité, des calculs de marge brute. Donc, la spécificité de notre projet, c'est que nous avons travaillé tout au long de la durée du projet avec les 2 unités différentes qui sont utilisées dans les régions pour calculer les rations pour les vaches laitières, c'est-à-dire l'unité UFL-PDI version 2017 pour le système français et les unités VEM-DVE-OEB de version 1991 pour le système hollandais. Donc, ces 2 systèmes ont des objectifs comparables, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas d'équivalent strict qui permet de passer facilement de l'un à l'autre. Au niveau des valeurs énergétiques, que ce soit les systèmes, l'unité en UFL ou l'unité en VEM, la référence est le kilo d'orge. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que les mesures n'ayant pas été réalisées de la même façon, il n'existe pas d'équivalence et donc un UFL vaut en moyenne 950 à 1000 VEM. Au niveau de la valeur protéique, il existe un indicateur pour déterminer les protéines alimentaires qui sont non dégradées dans le rumen et qui donc arrivent jusqu'à l'intestin. Il s'agit des PDI dans le système français. Au niveau du système hollandais, il s'agit des DVE. La valeur DVE qui est toujours légèrement inférieure à la valeur PIDI, dans la mesure où on enlève en fait une fraction fécale. Une spécificité du système hollandais, tout du moins par rapport au système UFL-PDI 2007, c'est la valeur OEB. Donc l'OEB qui permet de déterminer en fait le bon fonctionnement bactérien dans le rumen en déterminant le bilan des protéines qui sont dégradables dans le rumen, avec donc un bilan entre l'énergie fermenticible et l'azote fermenticible. On a donc une valeur OEB qui est supérieure à 0 quand vous avez beaucoup d'azote fermenticible et une valeur OEB qui est inférieure à 0 quand c'est à l'inverse la présence de beaucoup d'énergie fermenticible. À l'heure actuelle, avec le nouveau système UFL-PDI, vous avez un indicateur qui commence à se rapprocher, c'est le BPR, le BAL-PRORU, mais qui reste néanmoins différent et donc toujours pas d'indicateur commun entre les deux. Donc, face à ce constat, qu'on avait quand même 2 systèmes différents, avec des unités différentes, mais surtout des calculs différents, et comme je le disais tantôt, le fait qu'il n'existe pas d'équivalence stricte entre les deux, nous avons décidé de créer un fichier de calcul des rations qui calcule alors à la fois les besoins, mais aussi les valeurs alimentaires des aliments pour analyser les rations, qu'elles soient faites en France ou en Belgique, vraiment de A à Z, et mieux comprendre alors les différences de performance qui peuvent s'expliquer chez les animaux, mieux comprendre ces performances par rapport vraiment aux pratiques et aux techniques qui sont mises en place dans les fermes, et non plus par rapport aux différences de systèmes telles qu'elles existent dans les faits. Nous avons également décidé de tenir finalement, de profiter des deux systèmes et de leur complémentarité, en utilisant en fait des critères supplémentaires qui n'existent pas forcément dans l'un ou dans l'autre. Au niveau
du système hollandais, il existe la valeur de structure. Donc, c'est une valeur en fait qui permet de déterminer l'aptitude d'un aliment à apporter de la structure au rumen pour assurer son bon fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fourrages, en manière générale, ont une valeur de structure supérieure à 1. Et à l'inverse, les concentrés ont une valeur de structure qui est très faible, voire négative, comme c'est le cas ici. Enfin, vous voyez, moins 0,15 pour le froment. L'objectif in fine, c'est d'avoir une valeur de structure pour la ration totale qui soit supérieure à 1,1 afin que le rumen fonctionne suffisamment bien pour valoriser de manière efficace et efficiente les aliments ingérés par la vache laitière en produisant du lait en quantité et en qualité. Donc ça, c'était vraiment une spécificité du système hollandais qui a donc été utilisée dans nos différentes approches. Au niveau du système français, on a décidé d'utiliser l'unité d'encombrement et ici plus spécifiquement l'unité d'encombrement en lait, vu que nous travaillons sur les élevages de bovins laitiers, avec en fait l'objectif de remettre à chaque fois les rations, d'exprimer des densités énergétiques et protéiques des rations par unité d'encombrement, avec dans l'idée de pouvoir ensuite les mettre en relation avec la capacité d'ingestion des animaux, capacité d'ingestion calculée via ici le tableau qui est disponible dans le livre rouge de INRA 2007. L'objectif étant de faire une corrélation entre les besoins des animaux, leur ingestion, et finalement la densité de la ration, qu'elle soit énergétique et protéique, afin de n'apporter des aliments supplémentaires, style concentré de production, qu'aux animaux qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire aux animaux qui n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins par leur ingestion. Donc l'ensemble de nos connaissances, que ce soit en termes de rationnement, mais aussi par rapport aux pratiques en ferme, ont été mobilisées afin d'identifier des leviers qui sont mobilisables dans les exploitations de la zone pour répondre à la question de base qui nous occupe ici, c'est finalement comment diminuer sa consommation en tourteaux de soja importés. Dans la littérature, nous avons identifié 9 solutions, qu'elles soient au niveau des fourrages, comme je les ai repris ici, telles que la valorisation de l'herbe d'automne, les métailles, l'affouragement en verre, mais également au niveau des concentrés, avec une approche sur les coproduits, les tourteaux de colza, les drèches et les cornes gluten-feed. Et ces leviers ont ensuite été présentés, ils ont été échangés, ils ont été discutés avec le groupe des 18 éleveurs afin qu'ils soient mis en place dans ces exploitations. Les éleveurs ont retenu prioritairement 2 grands leviers. Le premier étant vraiment, concernant vraiment la récolte précoce des fourrages, puisque cette récolte précoce permet d'améliorer la valeur alimentaire des fourrages qui sont récoltés et in fine de diminuer la consommation en concentré. Le critère ici qui a été retenu, ça a été de récolter les fourrages au stade de nœud. Pourquoi de nœud? Parce que ça permet vraiment d'avoir une haute valeur alimentaire tout en ayant un fourrage suffisamment structurant pour assurer un bon fonctionnement du rumen. Donc pour aller vers cette voie fourrage et surtout vers cette récolte plus précoce, nous avons tiré profit finalement de l'expérience des flamands du groupe, des éleveurs, mais aussi des professionnels. Car en Flandre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe vraiment une culture de l'herbe, c'est-à-dire une recherche d'un ensilage de plus haute qualité possible. Et je vous ai remis ici, à titre indicatif, les valeurs qui sont observées dans la région, qui étaient observées dans la région en 2016-2017. Donc, vous pouvez voir, comme le tableau vous le montre, que les valeurs moyennes des fourrages dans cette région sont de l'ordre de 47% matière sèche, avec un taux d'azoté de 17%, et une valeur énergétique de plus ou moins 900 VEM ou 0,87 UFL. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'il existe de bonnes variations au niveau des fourrages, et c'est ce qui est représenté ici par le quart supérieur et par le quart inférieur. Au niveau du quart supérieur, on observe des très hautes densités énergétiques, c'est-à-dire des préfanés qui finalement vont doser jusqu'à 958 VEM ou 0,93 UFL, et qui en même temps apportent également beaucoup de protéines, avec un taux azoté moyen de 22%, une teneur en DVE de 84 grammes et une teneur en PDIE de 93 grammes. Donc, cette richesse en protéines se marque sur les protéines bypass, donc vraiment la fraction qui sera digérée dans l'intestin, mais aussi au niveau de l'azote soluble, et ça, c'est ce qui est représenté par l'OEB, avec une valeur qui est supérieure à 0 et qui ici vaut 63. Donc l'un dans l'autre, des fourrages avec une haute densité énergétique et une richesse en protéines, ça en fait des fourrages qui sont très intéressants pour intégrer dans les rations pour vaches laitières, et que ce soit avec ou sans ensilage de maïs.
Le deuxième levier qui a été mis en place dans les exploitations, c'est vraiment de réfléchir sur les apports des quantités de concentré qui sont faites aux animaux pour améliorer l'efficience alimentaire des animaux, mais surtout l'efficacité du concentré. Avec notamment tout un travail qui a été réalisé sur l'ajustement des tables de concentré de production afin de n'apporter le concentré de production qu'aux vaches laitières qui le valoriseront, c'est-à-dire celles pour qui les besoins ne sont pas couverts par l'ingestion de la ration de base. Donc, ces deux leviers mis ensemble expliquent l'évolution du groupe Proteco, que je vais vous détailler ici. Donc, avant d'aller vraiment sur l'évolution technico-économique, ce que je voulais vous présenter, c'est l'évolution structurelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des exploitations qui ont changé au cours des 4 années, avec un agrandissement de leur taille. Et ça a été surtout marqué, on va dire, pour la Belgique, avec une augmentation du nombre d'hectares de fourrage qui sont consacrés à l'atelier lait, de l'ordre de plus 7 à plus 27%, l'augmentation étant surtout marquée en Flandre et en Wallonie. Et en parallèle, une augmentation du nombre de vaches laitières de plus 6% à plus 20% pour la Flandre. On observe une augmentation donc vraiment de la taille des exploitations, relativement peu d'augmentation sur les volumes de production par vache, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, donc plus 1 et plus, en France ou en Wallonie, plus 1 ou plus 4%, et une augmentation un peu plus marquée en Flandre de l'ordre de plus 8%. Au niveau de l'impact, on va dire vraiment amélioration des performances technico-économiques. La première chose qu'on peut noter, c'est une amélioration de la marge brute dans les 3 régions. Donc, je vous ai repris ici sur la gauche, vous voyez un graphique qui représente l'évolution de la marge brute au 1000 litres, donc qui relève plus vite de l'efficacité économique, et l'évolution de la marge brute par hectare de surface fourragère principale corrigée, donc qui représente ici l'efficacité du système fourrager. Ce que vous pouvez voir, c'est que ce soit dans chacune des régions, on observe une augmentation, donc de l'ordre de plus 24 à plus 33% sur la marge brute au 1000 litres, ou plus 19 à plus 44% sur la marge brute par hectare. Cette augmentation est plus conséquente en Wallonie et s'explique notamment par le fait que les éleveurs français et les éleveurs flamands avaient déjà travaillé ensemble dans le cadre d'un précédent projet, alors que les éleveurs wallons, finalement, ne sont arrivés dans le groupe que dans le cadre du projet Proteco. Et donc, ils avaient un peu plus de marge de manœuvre, de variation, d'amélioration à aller chercher. Et donc, cette augmentation, cette évolution a été réalisée entre 2017 et 2020, mais on observe vraiment une augmentation qui a été croissante aussi au cours des années. Et c'est le graphique que vous voyez ici synthétisé sur la droite, avec les courbes qui sont croissantes, peu importe la région. Et comme je vous disais tantôt, des marges de manœuvre plus conséquentes au niveau de la Wallonie. Donc, je vous ai parlé de l'augmentation vraiment de la marge brute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a observé également une augmentation au niveau une amélioration au niveau des performances entre les éleveurs, avec une diminution de l'écart entre les 18 éleveurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de projet, il y avait un écart donc, entre le quart supérieur, donc les éleveurs qui avaient la plus haute marge et les éleveurs qui avaient la marge la plus basse, de l'ordre de 78 euros. Cet écart s'est ensuite diminué avec la valeur de 79 euros d'écart entre 2018 et 2019 pour atteindre finalement une valeur de 45 euros d'écart sur la marge brute au 1000 litres la dernière année du projet. Le tout sans diminution des volumes de lait. Et donc finalement, cette réduction de l'écart, c'est 33 euros au 1000 litres qui ont été économisés entre les éleveurs, soit une économie de l'ordre de 24 500 euros, entre guillemets, juste en mettant en place des leviers techniques dans leur exploitation. Ces leviers ont été aussi concrétisés par une meilleure efficacité du concentré utilisé pour produire 1 litre de lait. Donc en 2016-2017, je vous ai remis ici les quantités de concentré utilisées dans les 3 régions en moyenne. Vous voyez qu'en Flandre et en France, on est sur des teneurs assez comparables de l'ordre de 170-180 grammes. En Wallonie, des quantités un peu plus élevées, de l'ordre de 235 grammes. Et en fin de projet, on constate en fait une diminution du côté français et du côté wallon, de l'ordre de moins 17%
pour atteindre le chiffre de 145 grammes en France et de moins 14% pour atteindre le chiffre de 202 grammes en Wallonie. Tandis qu'en Flandre, on observe une augmentation de la quantité de concentré utilisé de l'ordre de plus 21% pour atteindre finalement 222 grammes de concentré utilisé pour produire un litre de lait. Pourquoi? Mais tout simplement, du fait qu'en Flandre, ils ont souffert en fait de la sécheresse au cours des 2 dernières années et ont dû donc acheter des aliments sur l'extérieur. Autrement, l'évolution moyenne pour les autres éleveurs s'explique, une fois encore, par le choix d'aller récolter des fourrages de plus haute qualité, un meilleur équilibre de la ration, donc diminuer en fait les quantités de correcteurs qui sont non utilisés pour vraiment avoir une ration bien équilibrée en énergie et en protéines, et ajuster le concentré de production utilisé pour les plus hautes productrices. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres approches ont été menées tout au long du projet. À l'échelle de la zone, donc franco-belge, des calculs d'autonomie alimentaire ont été réalisés afin d'identifier s'il existait des différences en termes d'autonomie massique et d'autonomie en concentré. Donc, ces calculs ont été réalisés sur 1608 données. Nous avons également réalisé des simulations pour estimer l'impact du remplacement du tourteau de soja importé dans des exploitations, avec 5 alternatives qui ont été testées, qui sont le remplacement du tourteau de soja par du tourteau de colza, l'utilisation l'implantation de dérobés à base de raisin italien, l'amélioration de la qualité des fourrages avec une recherche d'une plus haute qualité protéique, l'incorporation de févrole toasté et enfin la dernière alternative concernait la mise en place, le passage au bio. À côté de ça, nous avons également étudié l'impact de 2 alternatives sur les émissions d'ammoniac. Ces 2 alternatives étant le remplacement du tourteau de soja, une fois encore, par du tourteau de colza, mais cette fois-ci complémenté en acides aminés, et la diminution des quantités de concentrés utilisées dans les exploitations. L'ensemble des documents qui ont été réalisés, que ce soit des fiches techniques, des capsules vidéo, des vidéos témoignages, sont disponibles sur notre site internet et je vous invite à les consulter si vous voulez creuser l'une ou l'autre thématique. Je vous remercie pour votre attention et donc n'hésitez pas à suivre les nouvelles du projet sur notre site internet. Merci.